Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Pas de point d'actu cette semaine, mais vous allez voir deux entretiens hyper intéressants. Le premier avec Hervé Affagard, directeur général de MaaT Pharma. Le second avec Monder Mahjoubi, président d'Innate Pharma, le journal des biotech. C'est parti. Et je reçois pour l'entretien Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de MaaT Pharma. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. Alors, ça fait presque un an, jour pour jour, date de votre dernier passage dans le journal des biotech. On rappelle, MaaT Pharma, c'est le spécialiste de la symbiose patient-microbiote dans le domaine de l'oncologie avec deux candidats médicaments en développement, MaaT13 et MaaT33. C'est pour faire très vite, on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'on peut dire quand même, Hervé, pour commencer, c'est qu'il y a eu des avancées majeures pour le champ thérapeutique dans lequel vous évoluez. On va les citer. Fin 2022, l'approbation d'une biothérapie basée sur le microbiote pour le Swissfering, pour la prévention de la récidive d'une maladie nosocomiale, l'infection assez difficile. On a CRS thérapeutique qui pourrait être le suivant. Il y a une décision de la FDA qui est attendue le 26 avril, on est vraiment au cœur de l'actu. Ça nous dit quoi ça? Est-ce qu'on a quand même l'impression que l'histoire s'accélère et que finalement, depuis quelques années, tous les gros acteurs commencent à se positionner sur le sujet et que c'est le moment où finalement le microbiote est en train de prendre le devant de la scène? En fait, effectivement, c'était un milestone très important, la première approbation de ce produit de la société Ferring aux États-Unis par la FDA. En fait, en réalité, c'est le deuxième produit. Il y a un produit c'est un peu plus confidentiel, mais dans la même indication, qui a été approuvé en Australie 10 jours avant. Donc en réalité, le premier produit, c'est en Australie qu'il a été approuvé. Mais en fait, la FDA, c'est quand même la mec. Et c'était important que la FDA montre un chemin réglementaire. Comme dans toute biotech, il y a le financement, il y a le chemin réglementaire, la taille de marché, il y a quelques critères qu'il faut systématiquement atteindre. Et je dirais jusqu'en novembre 2022, on n'avait pas coché la case, la FDA a approuvé un produit microbiote. Ouais. Donc maintenant c'est fait. Et effectivement ça s'accélère, puisqu'on parle de CRS à la fin du mois, mais il y en a encore d'autres qui arrivent derrière. Donc ça y est, la pompe est amorcée. Les investisseurs, les groupes pharma savent maintenant que pour des produits microbiotes, il y a un chemin réglementaire qui existe aux États-Unis. Les États-Unis semblent clairement pour le moment s'imposer dans le microbiote. Il y a la Corée du Sud aussi. Est-ce que pour vous, la France a sa carte à jouer? La France a sa carte à jouer si elle ne s'endort pas sur ses lauriers. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, il y a à peu près 200 sociétés microbiotes qui développent des produits dans le monde. Il y a 2 ans, c'était 32% de ces sociétés étaient en Europe. Aujourd'hui, on est passé à 19-20% et tout le trafic des sociétés créées est parti en Asie. Et ça, c'est assez notable. Donc les US, concrètement, ils dirigent 50% du flux de sociétés de développement de produits. L'Europe a vraiment baissé ces 2 dernières années, alors que ça a prodigieusement accéléré en Asie. Ce qui tient la France à niveau, qui est 3e au monde, derrière les US, la Corée, c'est la qualité de sa science académique. Mais maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est transformer l'essai, comment on est capable de faire du translationnel. Et ça, j'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement résolu. Il y a beaucoup d'initiatives. Le gouvernement français, pour vous donner une idée, a mis environ ces 2 dernières années à peu près 150 millions d'euros dans la recherche académique. C'est significatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et donc, des sociétés comme les nôtres, nous, on est là pour translater, c'est notre boulot. Donc, on a un vivier, on a juste le frigo à ouvrir. Mais il faut qu'on réussisse ça. Et pour réussir, il faut des fonds, des approbations réglementaires aussi en Europe, etc. etc. Bon, MaaT Pharma, il est au cœur de cet écosystème en France, en Europe. Est-ce que justement vous sentez aussi, il y a le téléphone qui sonne, il y a des gros acteurs qui commencent à discuter avec vous sans rien bien sûr nous dévoiler de secret? Ouais, on a vu depuis le début de l'année effectivement d'abord des investisseurs qui nous suivent depuis longtemps reprendre d'initiative le téléphone pour nous demander où on en était, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. On a les pharma qui s'intéressent à nous plus qu'auparavant du fait de cet environnement, mais également du fait qu'on progresse sur notre phase 3. Et puis qu'on a aussi une expansion de notre pipeline, notamment avec des indications en tumeurs solides, en mélanome, on en reparlera juste après. Donc en fait, on a un faisceau de raisons pour lesquelles, effectivement, les emails arrivent plutôt que le téléphone sonne, si je me permets. Allons-y. On a plus de sollicitations, effectivement. Bon, les emails arrivent, et puis transition toute trouvée, effectivement, si on se ressente sur MaaT Pharma, c'était cette phase 3 avec MaaT13 en Europe pour le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte. Vous l'aviez expliqué la dernière fois, on va quand même
prendre le temps de revenir avant de revenir sur l'essai, de réexpliquer brièvement le fonctionnement de MAT13 dans cette pathologie. Oui, alors en fait, MAT13, c'est un produit microbiote. Donc en fait, juste pour rappeler un petit peu les choses, le microbiote intestinal, c'est environ 250 espèces bactériennes, 600 000 gènes, ça pèse 1,5 kg, et tout ça, c'est en interaction avec la partie humaine, ce qu'on appelle l'hôte, et ça va avoir une activité notamment sur l'immunologie. Nous, ce qu'on développe, notamment dans le rejet de greffe de cellules souches, c'est justement d'amener ce qu'on appelle une immunorestauration. Donc en fait, notre produit va aller activer d'une certaine manière les cellules T. Je m'arrête là pour la partie scientifique. Voilà, sinon on va tous se perdre. On va perdre tout le monde. Mais le mot immunorestaurateur est très important parce qu'en fait, les produits classiques qui sont sur le marché aujourd'hui sont des immunosuppresseurs. C'est-à-dire, on dit au système immunitaire, arrête de t'énerver. Alors que là, on a une forme de rééducation et d'appariement entre le microbiote et les cellules du système immunitaire. Et c'est pour ça qu'on parle d'immunorestauration. Donc, c'est assez orthogonal par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos traitements sont assez complémentaires. Et d'ailleurs, sur les datas qu'on a présentées jusqu'à présent, il y a une suggestion d'efficacité clinique et d'amélioration de la survie qui est sûrement liée au fait qu'on adresse la maladie d'une autre manière. D'une façon différente. Voilà. Ouais. Comment se poursuit l'essai actuellement? Je crois que vous avez prévu de communiquer après la recommandation du comité de surveillance et de suivi. Quand est-ce que cela pourrait intervenir, si vous le savez, si vous pouvez le dire? Alors, effectivement, à la moitié des patients, donc l'étude de phase 3 va recruter 75 patients. Entre 30 et 35 patients, on sera autorisé à faire une analyse intermédiaire. Donc cette analyse intermédiaire, quand on aura recruté le bon nombre de patients, sera communiquée au marché, bien évidemment. Aujourd'hui, il est trop tôt pour confirmer la date initialement prévue, qui était au milieu de l'année 2023, puisqu'on est à la fois trop loin et trop près de l'échéance. Les recrutements continuent en Europe, c'est tout ce que je peux dire. Et voilà, on est à la fois... Il faut surveiller les annonces. Il faut surveiller les annonces, exactement. Bon, MAT13, il est aussi utilisé dans le cadre d'accès compassionnel en Europe, en parallèle de l'évaluation clinique. Quel est, outre le premier intérêt, bien sûr celui du bénéfice pour le patient, et c'est toujours l'intérêt qui arrive en premier, qu'est-ce que cela vous apporte en plus? Des données supplémentaires très utiles dans le cadre de votre évaluation clinique? Ces données sont très importantes parce qu'en fait, on est dans le monde de ce qu'on appelle les real-world evidence, où ça nous permet, dans des configurations qui ne sont pas forcément celles de l'essai clinique, de voir aussi comment se comporte notre produit. Donc, 90% des patients qu'on traite avec cet essai compassionnel, mais on a vraiment fait beaucoup, on est à plus de 150 patients traités, va nous donner des informations en fait sur qu'est-ce qui se passe quand la GVHD est comme ci, qu'est-ce qui se passe quand on prend le patient plus tard, plus tôt. Et donc c'est super important en termes de data et ça nous a permis de mieux positionner la phase 3 d'ailleurs. On est descendu d'une ligne sur la phase 3 parce qu'on pense que c'est là où notre produit a un maximum d'efficacité. Notamment... Même dans le design de l'étude, ça a son importance. Et notamment puisqu'on a vu que l'immunorestauration était plus efficace quand il y avait une immunosuppression avant. Ça, on n'aurait pas pu le voir si on n'avait pas eu les accès compassionnels, les Early Access Programmes. Donc c'est super important, ça nous permet de créer des canaux de communication avec les investigateurs, puisqu'aujourd'hui 2/3 des centres français par exemple de transplantation de cellules souches ont utilisé au moins une fois MAT13. Donc ça nous permet d'acquérir de l'information, du contact, du réseau, et ça c'est super important. Au demeurant, d'un point de vue plus financier, étant donné l'auditoire de vos émissions, c'est aussi intéressant de dire qu'on facture. L'année dernière, on a rapporté 1,4 million d'euros de revenus grâce à ça. Généré par ces il y a du chiffre d'affaires et là, on est sur une tendance assez forte. Et nos produits ont été acheminés dans 5 pays européens déjà. Et je peux vous dire qu'on reçoit des demandes qui vont de l'Australie jusqu'à l'Ouest américain, en passant par le Maghreb et le Moyen-Orient et toute l'Europe. Et en fait, du fait justement des datas qu'on a communiquées, ce programme est vraiment très successful. C'est pas une finalité en soi, ça va nous apporter essentiellement des données de sécurité. Et puis les données d'efficacité, il faudra passer par les essais cliniques, évidemment. Bon, il faut aussi parler du développement américain de MAT13. Vous attendez une réponse de la FDA. Il y a eu le maintien de la suspension clinique qui a été reçue en août 2022. Quand on regarde votre communication, ça pourrait intervenir bientôt. Quelles sont les options? Je ne vais pas vous demander de vous dire quand ça va tomber, vous allez me dire je ne sais pas. Quelles sont les options sur la table en fonction de cette réponse? Alors, je voudrais rappeler deux choses. En fait, on a une stratégie par actif, MAT13, MAT33 et le produit MAT3X qui n'est pas encore disclosé. Donc chaque actif a sa stratégie US. Là, on est en train de parler du premier produit MAT13 et ce qu'on attend très prochainement, c'est la réponse de la FDA sur la levée du hold, donc pour pouvoir avancer nos développements aux États-Unis. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la FDA n'a jamais validé une technologie comme la nôtre. C'est-à-dire que celle qui a été validée au
mois de novembre, qui nous aide beaucoup finalement, est une version N-1 de notre produit, parce que c'est une approche plus rudimentaire que la nôtre. C'est-à-dire que la société qui a commencé à développer à partir de 2010, nous 2014. Donc quelque part, on est sur un angle technologique légèrement différent. Mais en fait, tout ce qu'ils ont validé pour cette société a été très instructif pour nous. Et d'ailleurs, on a choisi de répondre à la FDA après l'approbation, parce qu'on a récupéré, tout est public maintenant, et on a toutes les communications et on a pu enrichir. Donc on arrive avec une technologie qu'ils n'ont jamais revue et qui n'est pas développée aux États-Unis du tout. Donc on arrive avec quelque chose de nouveau, donc il a fallu un temps d'apprentissage. Donc on attend maintenant une réponse de la FDA. On est relativement optimiste sur le fait qu'on va pouvoir lever le hold. Je ne peux pas parler au nom de la FDA, mais on a un niveau d'optimisme suffisant. On est raisonnablement optimiste. Et les options qui s'offrent à nous, après, la question, c'est comment on va demander ce qu'on appelle un BLA aux États-Unis, in fine, parce qu'on a maintenant, on a recruté beaucoup de patients, on a plus de 200 patients dans cette indication. Donc, comment on fait, puisque les États-Unis, si on devait, par exemple, démarrer un essai clinique aux États-Unis, ça démarrait très tard par rapport à tout le reste. Donc, on a un tel package qu'on va attendre de voir la réponse de la FDA. On va regarder ce qu'on a dans notre package et en fonction de ce qu'ils nous disent, on adaptera la stratégie. Donc c'est un petit peu tôt pour dire, mais en tout cas, raisonnablement optimiste sur le fait de lever le dernier point qui bloquait. Et une fois qu'on a les réponses, on va regarder tout ça dans son contexte et puis voir si la stratégie reste la même ou si on doit l'adapter. Bon, il va s'en passer des choses en 2023, parce que toujours avec MAT13, on a une étude de phase 2 en cours, c'est Picasso, c'est joli, dans le mélanome métastatique, ça c'est moins drôle. Ça doit servir à améliorer la réponse des patients aux inhibiteurs de points de contrôle. Là aussi, où est-ce qu'on en est des développements ? Alors déjà, nous, on est dans la mythologie avec nos noms de projet habituellement. Donc le fait que ça s'appelle Picasso, ça me permet de préciser que c'est le dieu de la guerre, c'est Arès. Oui, c'est ça. Ça me permet de préciser que c'est un partenariat avec la PHP, l'Institut Gustave Roussy, et que les sponsors, le sponsor de cet essai, c'est la PHP. Donc là, on est en partenariat. Donc c'est un essai où on va venir utiliser MAT13, le même produit que celui qui est utilisé en GVHD, pour améliorer la réponse aux immunothérapies. En moyenne, les immunothérapies répondent à 40%. Ici, on envisage de faire monter un petit peu la barre. Alors là, c'est pareil, c'est un essai qui est en cours de recrutement et on attend la fin des recrutements cette année. Avec des résultats, on espère, dans la foulée. Et ça c'est important puisque ça nous ouvre pour la première fois le champ des tumeurs solides, qui sont des marchés beaucoup plus larges. Puisque le mélanome, notamment, est souvent une indication qui est utilisée pour ensuite rebondir sur d'autres indications, rein, poumon, vessie ou autres. Et donc, si ça fonctionne là, pour nous, ça va être intéressant pour la suite. C'est super intéressant en termes d'options stratégiques qui vont s'offrir à nous. Bon, oui, comme je le disais, il va falloir suivre tout ce qui se passe, parce qu'on a MAT13, mais oui, on a aussi MAT33, vous l'avez dit, notamment une étude de phase 2 qui devrait commencer bientôt. Là, l'indication, c'est l'amélioration de la survie globale post-allo HSCT, pour le dire plus simplement, c'est pour améliorer la vie des patients avec un cancer du sang ayant reçu une greffe de cellules souches. Là aussi, contour, durée de cet essai, comment aussi ça marche, comment ça fonctionne dans ce cadre-là? Alors en fait là on va intervenir de manière préventive, c'est-à-dire que typiquement la moitié des patients qu'on va traiter sont des patients qui ont une leucémie, et pour éradiquer complètement les tumeurs, les cellules cancéreuses, on va enlever le système immunitaire du patient, et via une transplantation de cellules souches, on lui remet un autre système immunitaire, et comme ça le cancer ne va pas revenir. C'est le principe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir avant la transplantation de cellules souches pour mettre en place un microbiote sain. Et ensuite, on va continuer à traiter le patient après la transplantation de cellules souches pendant 2 mois environ, pour maintenir son microbiote, toujours dans la même logique que de maintenir l'activité apaisée entre le système immunitaire et le microbiote intestinal. Et cette étude, elle est importante puisque c'est une très très belle étude qui a été challengée par tout le monde, des comités, des autorités réglementaires. C'était assez intéressant. Et c'est un très très bel essai, et c'est le plus gros essai microbiote jamais fait au monde. Donc on a de l'ambition. C'est 387 patients. On l'espère, on pourra commencer, on devrait ouvrir les premiers centres avant l'été, c'est le projet. Donc on recrutera des patients quand ils seront là, et puis on va recruter jusqu'à Q3 2025. C'est une longue étude, presque 400 patients. Et puis après on suivra les patients pendant 1 an et on aura les résultats définitifs de l'essai. Mais il y a déjà l'intermédiaire. Ça faisait partie des challenges pour vous disiez, est-ce que vous avez des échanges avec des plus gros? Oui. On a des échanges avec des pharma. Ça en fait peut-être partie. Exactement. Et donc, on a dû ajuster notre protocole dans les discussions avec le réglementaire, dans les discussions avec les pharma.
Pharma qui nous demandait des choses un peu plus saucissonnées. Donc, pour garantir l'intégrité de l'essai, on a toujours 387 patients, mais on a rajouté des étapes qui vont permettre d'avoir des milestones qui intéresseront aussi les marchés, évidemment. Bon. On a beaucoup parlé dans le journal du Biotech de l'importance du manufacturing. C'est pas forcément sexy pour les investisseurs particuliers qui nous regardent, hein, mais d'être capable de maîtriser la qualité, la quantité des lots de traitement de produits fournis. Et là-dessus, MaaT Pharma aura bientôt une réponse flambant neuve, si je puis dire, puisque votre usine construite en partenariat avec Sky Pharma, elle devait bientôt être opérationnelle. Quand est-ce que vous allez couper le ruban d'inauguration? Est-ce que vous confirmez que c'est vraiment important de maîtriser aussi, de maîtriser son produit dans sa fabrication? Oui, dans notre domaine, c'est majeur parce qu'en fait, principalement, il faut pouvoir maîtriser les rendements. Et du coup, il y a beaucoup de savoir-faire et c'est important qu'on ait les équipes MaaT Pharma qui puissent être dans leur usine. Et aujourd'hui, on n'a plus de place avec tous les projets qui ont bien d'évoquer, on n'a plus de place. Il faut pousser les murs. Et là, il faut pousser les murs, mais là, on les a vraiment poussés. On a 1600 mètres carrés qu'on inaugure, enfin, qu'on va commencer à exploiter d'ici l'été, et on pourrait faire les premières productions à l'automne. Et en plus, donc c'est super important de maîtriser le manufacturing pour des raisons scientifiques, mais je reviens aussi à l'écosystème du microbiote en France et en Europe. Nous, on offre quelque chose d'assez unique avec notre partenaire Sky, et je pense que ça va nous permettre de faire des collaborations importantes. Ça veut dire produire pour d'autres, potentiellement? Ça peut être produire pour d'autres, effectivement. Ça peut être des microbiotes différents, ça peut pas forcément du microbiote fécal. Enfin, on a aujourd'hui une licence pour produire des produits biologiques. En fait, dans la capacité qu'on propose, c'est unique en Europe. Donc là aussi, le téléphone sonne un peu pour pouvoir justement fabriquer des produits de type ce qu'on appelle les écosystèmes complets, ce qu'on fait chez MaaT Pharma. Là aussi, pardon, les emails arrivent pour nous solliciter pour faire des partenariats. Et donc ça, c'est un sous-produit qu'on n'avait pas envisagé au départ, mais on voit bien que c'est plus qu'important en fait. Et ça rassure les investisseurs parce qu'on a déjà l'infrastructure, on a déjà des produits sous accès compassionnel qu'on vend, donc on a des centres de distribution, on enregistre les factures dans SAP, enfin toute la chaîne est là, le Procure to Pay, il est là. Et on voit que même quand on a la science, quand le manufacturing ne suit pas, on le voit dans d'autres exemples, ça peut quelquefois beaucoup compliquer la donne. Pour les biotech, forcément, il faut qu'on parle de trésorerie. On est sur le journal biotech sur Boursorama. On a un essai de phase 3 en cours, on a un essai de phase 2, on a un autre qui va se lancer, on a des développements précliniques. Quel horizon financier ça vous donne aujourd'hui ? Donc là, on s'est donné une petite clause de respiration, parce qu'on a fait une petite levée de fonds de 12,7 millions en février. Donc ça nous donne une prévision de trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2024. Donc pour nous, l'idée, c'est de continuer à générer, faire avancer nos programmes. Et comme vous l'avez compris, 2023 est une année de génération de données encore. Et du coup, on va capitaliser là-dessus, soit pour nouer des partenariats avec des pharma, pour avoir du non dilutif, soit pour obtenir plus de grants, puisque le fait qu'on soit maintenant relativement late stage, ça ouvre des opportunités de financement un peu différentes. Ce n'est pas que des fonds propres. Et puis, pourquoi pas les fonds propres, on va rester opportuniste, mais il y a tout un champ qui s'ouvre. On a voulu se mettre en situation où tout était possible. Et pour l'instant, je dirais, notre table de capitalisation est très propre, on n'a que des fonds propres ou de la dette BPI, enfin, on est plutôt serein dans la mesure où les données suivent, évidemment. Bon. Question que je pose un petit peu rituellement pour finir le journal des biotech. Si on devait se retrouver en janvier 2024, quelle case vous devriez avoir coché sur cette année pour estimer que le job a été fait, Hervé ? Déjà, on sera vu à Lyon pour couper le ruban. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est principalement par rapport aux deux projets autour de MaaT13, la GVHD et Picasso. On aimerait avoir annoncé des résultats dans les deux études. On aimerait avoir, dans MaaT33, la très grosse étude, avoir bien avancé nos recrutements. Et voilà. Et puis, avoir continué aussi à garder notre ADN de ce qui fait qu'on est MaaT Pharma, des pionniers dans la médecine, continuer à développer l'équipe, continuer à développer les projets, notre écosystème, nos liens avec les investigateurs. C'est très important aussi pour moi que l'aventure humaine puisse garder la couleur qu'elle a depuis le début. Et donc, si on se voit en janvier 2024, je serais très content de vous dire qu'on a encore grandi, qu'on a des nouveaux coéquipiers qui sont aussi sympas que les anciens. Et que MaaT Pharma poursuit sa route. Et que MaaT Pharma poursuive sa route. Et puis qu'on ait ouvert le chemin aux États-Unis, évidemment. Bon, ben voilà, merci, ce sera le mot de la fin. Merci Hervé Affagard, directeur général et cofondateur, pour ce point très complet sur MaaT Pharma. Merci beaucoup, Laurent. On se retrouve tout de suite pour notre deuxième entretien.
Et je reçois sur le plateau Monder Mahjoubi, président d'Innate Pharma. Bonjour Monder. Bonjour. Alors, nous nous étions parlé, c'était déjà en septembre 2021, le temps file. On avait évoqué alors le pipeline d'Innate, les développements en cours, et on avait forcément très envie à nouveau de vous avoir dans le journal des biotech pour évoquer l'actualité récente et bien sûr cette super nouvelle, cet accord de licence exclusif avec Takeda, plus grosse pharma japonaise, excusez du peu, et cet accord lui donne les droits exclusifs et mondiaux, je cite, pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués générés à partir d'un panel d'anticorps spécifiques d'une cible non divulguée et initialement développé par Innate. Monder, il y a un parfum un petit peu de mystère dans ce communiqué de presse paru, c'est normal. Quand même, sans dévoiler les secrets, est-ce que vous pouvez, pour nous, en préciser simplement les contours ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, on est ravis de cet accord puisque ça ouvre le champ des collaborations avec, comme vous avez dit, un des leaders mondiaux japonais de la pharma qui a non seulement une expertise dans le domaine des anticorps drug conjugate, mais aussi dans différentes aires thérapeutiques, y compris le cancer. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir de notre plateforme de génération d'anticorps, on est exclusivement focalisé sur le cancer, mais on a la capacité de diriger ces anticorps et donc le système immunitaire sur d'autres maladies que le cancer. Et c'est là l'intérêt de cet accord, c'est que pour la première fois, on peut, à partir de la même technologie, délivrer des candidats médicaments qui pourraient être utilisés dans d'autres maladies chroniques, moins graves que le cancer, mais qui sont tout aussi importantes. Et c'est l'intérêt, justement, pour la première fois, que Innate puisse avoir à la fois un accord avec un partenaire japonais, mais en même temps en dehors de l'oncologie. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, ce qui ne préjuge pas d'éventuelles discussions ultérieures que vous pourriez avoir avec Takeda sur ce domaine du cancer. Tout à fait, d'autant plus que, comme vous le savez, le partenariat, il est dans notre ADN. C'est comme ça qu'on s'est développé au cours des 10 dernières années. On a établi des collaborations avec Novo Nordisk, BMS, AstraZeneca, Sanofi, plus récemment. Et la raison est toute simple, c'est que d'abord, c'est une validation de notre science lorsque vous avez un grand de la pharma qui s'intéresse à votre technologie. Deuxièmement, c'est un accès à des ressources financières et, bien entendu, une expertise que nous n'avons pas dans les biotech pour pouvoir maximiser le développement de ces médicaments, les amener plutôt sur le marché et peut-être dans plusieurs indications. Et c'est ainsi qu'on a, au cours des 10 dernières années, rien qu'en paiements initiaux, pu récolter plus de 600 millions de dollars. Quand même. Alors, on avait la plateforme, on connaissait la plateforme Enquête d'Innate. Là, on parle des ADC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement la spécificité de ces deux plateformes? Comment ça se décompose? Alors, peut-être d'une manière assez schématique, imaginez l'anticorps comme un Y avec deux branches et deux pieds, une branche. Quand on fabrique des anticorps, il y a les deux pieds qui sont destinés à aller s'accrocher à la surface des cellules du système immunitaire inné, en particulier ces fameuses cellules NK, pour pouvoir les activer. Donc ça, c'est les deux pieds. Et la branche, le tronc, on met dessus une tête chercheuse d'une cible qui, elle, se trouve sur la cellule cancéreuse. D'accord. Ces anticorps-là sont fabriqués d'abord et générés en interne. Et il y a certains qui ont des spécificités pour pouvoir devenir des enquêtes à destination de l'oncologie. C'est les fameux anticorps qui restent à la surface. Et puis vous avez d'autres anticorps qui s'internalisent, en fait, qui une fois sur la cellule malade, elles pénètrent. Et c'est ce type de développement, en fait, qui nous a permis d'observer que on avait la possibilité de faire les deux, à la fois les fameux enquêtes à destination de l'oncologie, mais aussi de pouvoir accrocher sur ces anticorps-là une toxine, un cytotoxique, et donc en faire un ADC. Bon, vous le disiez, les partenariats, c'est un petit peu dans l'ADN, sans faire de jeu de mots facile d'Innate. Est-ce qu'il y a d'autres discussions en cours? Est-ce que, quand un gros s'intéresse à vous, est-ce que ça n'entraîne pas forcément l'intérêt d'autres groupes? Alors, d'abord, on est ravis d'avoir deux géants de la pharma, AstraZeneca et Sanofi, à nos côtés pour aider au développement et à la croissance de notre portefeuille et l'amener à la fin sur le marché, c'est-à-dire sur le lit du malade. C'est la chose la plus importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, décidés de nous refocaliser sur notre recherche et développement et de sortir des candidats médicaments, les emmener, si possible, à la clinique, faire éventuellement le proof of concept, les premiers essais, mais très vite
trouver un partenaire pour pouvoir les développer. Tout à fait. Ouais. Et alors, vous avez toujours une balance à trouver entre ce que vous gardez à la maison par rapport à ce que vous laissez en propriétaire, si je peux dire, par rapport à ce que vous donnez aux partenaires. Et on essaye, dans tous les cas, en tout cas, quelle que soit la technologie, quel que soit le mécanisme d'action, d'avoir les deux approches. Avoir un produit qui est développé en partenariat, et c'est l'exemple des enquêtes en particulier. On a jusqu'à présent, comme vous savez, un certain nombre de produits qui sont en développement, et même développement clinique avec Sanofi, mais on a notre produit propriétaire, on va peut-être en parler, qu'on garde pour nous-mêmes et qu'on va rentrer en clinique très tôt. Bon, il faut forcément qu'on parle du volet financier. Il y a ce paiement initial avec Takeda, 5 millions de dollars, mais ça peut aller encore beaucoup plus haut. Tout à fait, c'est un paiement initial de 5 millions de dollars avec des paiements d'étape de développement clinique, réglementaire mais aussi commercial, de 410 millions de dollars si le développement va à son bout dans la maladie qui est testée, mais aussi des redevances qui vont être payées à Innate Pharma en fonction du niveau de vente de ce produit dans les différentes indications où il va être développé. Bon, ça c'est la bonne nouvelle la plus récente, mais si on remonte un petit peu plus loin en arrière, on a eu à la fin du mois de décembre l'extension de l'accord avec Sanofi, accord qui était établi en 2016. On avait à l'époque 2 anticorps NK, c'est le cas engageur. Qu'est-ce que cette extension d'accord elle prévoit de plus, avec là aussi quel volet financier? Alors, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière. Allons-y, on est parti. 2016, on a signé le premier contrat de collaboration avec Sanofi. Oui. On est parti quasiment d'une page blanche pour réfléchir au design de ces nouveaux médicaments qu'on appelle les bispécifiques, donc les anticorps à 2 têtes, une tête qui est destinée vers la cellule cancéreuse et un bout qui est destiné à la cellule du système immunitaire. Cet accord-là a donné naissance à 2 produits. L'un est en développement clinique, il s'appelle IPH 61. Il est développé dans la leucémie aiguë myéloblastique et les essais de phase 1 ont commencé fin 2021. Donc on devrait commencer à avoir des résultats notamment de la tolérabilité, de la dose maximale tolérée, mais aussi quelques signaux d'activité. Et puis il y a un deuxième produit qui est en train de finir vraiment les dernières étapes réglementaires avant d'avoir son autorisation pour être testé chez l'homme, qui lui est développé sur un autre type de cancer du sang, qui sont les myélomes multiples, et qui est spécifique d'une cellule qui exprime un antigène qui s'appelle BCMA. Donc ça, c'est la première génération, et c'est vraiment, imaginez le trépied que je vous ai expliqué, donc 2 pieds qui vont s'accrocher sur la cellule NK, qui l'active, et un bout, un tronc qui est destiné à chercher la cellule cancéreuse. Et ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que quand vous injectez votre anticorps, en fait, il est important non seulement d'activer les cellules NK, mais aussi de les emmener à la recherche de la cellule tumorale. Et donc, imaginez cet anticorps sur la surface de la cellule immunitaire, ça devient une tête chercheuse, exactement, et va dans le lit tumoral pour tuer la cellule cancéreuse. Donc ça, c'était 2016. Ça, c'était 2016. Depuis, en fait, on a développé la technologie pour rajouter un autre bras, avoir un trèfle à 4 feuilles. Donc vous avez les 2, le trépied qui se bon, ça j'ai retenu. Voilà, la tête chercheuse. Et on a rajouté une autre spécificité. En fait, on a rajouté un bout d'interleukine qui va aller L'interleukine, c'est une cytokine qui est vraiment importante à la cellule lymphocytaire, qui lui permet de se proliférer. Et donc l'idée là, c'est qu'en même temps qu'on active les cellules NK, on les booste pour qu'elles se multiplient. D'accord. Et donc, c'est bien sûr quelque chose de très très important parce qu'on sait que les cellules NK en nombre, elles ne sont pas très importantes. Et donc d'avoir la possibilité d'augmenter multiplier l'efficacité en quelque sorte. Et donc cette nouvelle génération, d'enquête 4, on en a fait un pour nous, qui est en voie de rentrer dans la clinique dans les mois qui viennent, vraiment, dernière étape avant l'entrée en clinique, et qui est développé dans les lymphomes non-Hodgkiniens et qui cible un antigène qui s'appelle CD20. Et on a signé avec Sanofi. Donc Sanofi, qui avait déjà 2 produits, était intéressé par cette nouvelle génération pour 2 raisons. Non seulement pour la raison que je viens d'expliquer, mais aussi parce qu'on a développé un anticorps qui, cette fois-ci, cible non pas les cancers du sang, mais des tumeurs solides. C'est un antigène qui s'appelle BCDH3. Exactement. Il est énorme. Et donc c'est l'un des premiers, non seulement c'est la nouvelle génération, mais aussi c'est un produit qui est destiné à se développer dans les tumeurs solides. En plus, Sanofi a pris option sur
sur 2 autres cibles potentielles qu'on n'a pas divulguées, ce qui fait qu'au total, il y aura chez Sanofi 5 produits potentiellement de cette génération, et ça dit beaucoup sur l'intérêt qu'a Sanofi autour de cette technologie, mais aussi le potentiel de cette nouvelle génération d'anticorps dans le traitement non seulement des cancers du sang, mais aussi probablement aussi des tumeurs solides. Bon, en tout cas, c'est très clair. Moi, j'ai tout compris sur le volet financier de cet accord-là avec Sanofi, cette prolongation d'accord. La prolongation d'accord nous amène 25 millions d'euros en upfront qu'on a touché au premier trimestre de cette année, et un total pour l'ensemble de l'accord de 1,735 milliard d'euros. Bon, résultat, qu'on l'ait bien en tête, quel est aujourd'hui l'horizon financier d'Innate à un moment où, justement, le financement et le refinancement, pour beaucoup de biotech, est devenu un sujet crucial, voire même critique. Hein. Absolument. Alors, permettez-moi d'abord rappeler que dans ce monde du développement de médicaments, malheureusement, l'échec est la norme, et donc il faut non seulement être extrêmement précis dans ses choix, prioriser le portefeuille, focaliser l'effort, mais aussi continuellement faire ce qu'il faut pour améliorer son efficience dans les opérations. Et tout ceci, avec bien entendu les différents paiements d'étape et bien sûr le paiement qu'on a reçu de Sanofi, nous amène à avoir un horizon de cash de 2 ans et demi, pratiquement jusqu'à mi-2025. Pourquoi être vraiment serein. Voilà, pour pouvoir délivrer notre stratégie et donc pouvoir atteindre un certain nombre de catalystes étapes de développement importants pour notre portefeuille. Bon, alors on a dit, l'actualité d'Innate, elle ne se résume pas à ces accords, même s'ils sont importants. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, il y a pas mal d'essais cliniques en cours, avec des résultats attendus sur la seconde partie de l'année. Allez, petite revue de détail, est-ce qu'on peut égrener ce calendrier ensemble, Mondher? Très rapidement, alors nous avons notre produit propriétaire, l'acutamab, qu'on développe dans des formes cutanées de lymphome non-hodgkinien. Il y a l'essai TELOMAC, dont les résultats finaux sont destinés à être publiés à la fin de l'année. Et l'un des bras de ce programme peut éventuellement amener une autorisation de mise sur le marché accélérée dans la maladie de Sézary, qui est la forme la plus grave et la plus difficile à traiter des lymphomes cutanés. Nous aurons les résultats sur la deuxième moitié de 2023. Nous aurons aussi pour la première fois les résultats préliminaires de 2 autres essais qui sont en cours actuellement dans les lymphomes périphériques, toujours avec cette molécule-là, mais pas uniquement pour les formes cutanées, mais pour les formes ganglionnaires, beaucoup plus classiques, beaucoup plus nombreuses aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça ouvre le champ des applications de ce produit propriétaire qu'est l'acutamab, et qui ne sera plus un produit de niche, mais un produit destiné à des maladies malheureusement un peu plus fréquentes, comme les lymphomes de type T. Pour ce qui nous concerne, je vous ai dit IPH6501, qui est un anticorps multispécifique de nouvelle génération qu'on développe en hématologie dans les lymphomes non-hodgkiniens de type B, qui expriment le CD20 et qui va rentrer en clinique, si tout va bien, en deuxième partie de l'année. Tout à fait. Il va y avoir des communiqués de presse qui vont sortir chez Innate, parce que voilà, ça c'est pour les programmes en propre, mais à côté de ça, il y a aussi effectivement les partenariats avec AstraZeneca et Sanofi. On va peut-être pas tout passer en revue parce qu'il y en a un certain nombre, mais juste peut-être pour les investisseurs qui nous regardent finalement, quels sont les programmes les plus stratégiques à bien garder en tête, là aussi avec un horizon de temps qui est plutôt court. Alors, 2 produits et 2 CC importants. D'abord, monalizumab, qui est en phase 3, un essai à visée d'enregistrement, dans des cancers du poumon localement avancés non opérables, donc potentiellement curables. Et c'est un essai qui vise à démontrer la supériorité de la combinaison de monalizumab avec l'anti-PD-L1 d'AstraZeneca, durvalumab, par rapport au traitement standard. C'est un essai important. Il s'appelle Pacific 9, parce que d'abord c'est un essai à visée d'enregistrement, et c'est un essai qui potentiellement peut changer le standard du traitement de cette indication, et donc valider cette approche qu'on est en train de développer depuis plusieurs années. C'est important. L'essai est en cours et les résultats ne sont pas attendus pour cette année, mais plutôt à partir de 2024. D'accord. Et puis un deuxième produit très important, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le premier enquête, IPH61, qui est en développement clinique par Sanofi dans les leucémies aiguës myéloblastiques. Et c'est important parce que pour la première fois, on va voir si ce type d'anticorps, qui a montré son efficacité en préclinique chez la souris, a le même type d'activité, en tout cas, est-ce qu'il peut
donner le même type de signal chez le patient, et en particulier les malades qui ont des leucémies aiguës myéloblastiques. Il faut là aussi attendre que Sanofi ne communique les résultats. Horizon un petit peu plus lointain pour ces essais en cours avec les partenaires, mais en tout cas, sur les produits en propre, il y aura déjà pas mal de news flow cette année. Tout à fait. Ouais. Forcément, il faut qu'on termine un petit peu. Bon, d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui la valorisation d'Innate, c'est à peu près 250 millions de dollars. Il y a des partenariats, il y a des contrats, il y a des essais, on l'a dit, hein, en phase 3. 250 millions d'euros, ça vous semble juste? Ça vous semble refléter le potentiel d'Innate? J'ai oublié de vous dire qu'à fin décembre 2022, nous avions 137 millions d'euros. Voilà. Auquel il faut ajouter les 25 millions d'euros de Sanofi et les 5 millions d'euros de Takeda. Il y a déjà une grosse part de trésorerie. Donc clairement, effectivement, ça ne reflète pas la richesse et la robustesse de notre pipeline. Maintenant, je comprends, et je ne suis pas le seul dans cette situation-là, que l'absence de données cliniques validant une technologie, un mécanisme d'action, peut effectivement générer des doutes, et surtout si dans le passé il y a eu des échecs. Et il faut dire qu'en oncologie, hein, et c'est pas spécifique à Innate, c'est pas le domaine le plus simple non plus. Hein. Voilà. Donc, je rappelle quand même que c'est l'un des domaines où l'attrition est la plus forte, avec des taux de succès qui varient entre 3 et 5% quand vous êtes vraiment très très bon. Donc il y a réellement une appréhension. Maintenant, quand je regarde mes pairs, et en particulier aux États-Unis et en Europe, ils sont certes mieux valorisés aux États-Unis. Il y a un appétit au risque et une connaissance probablement du risque qui est plus importante. Mais là aussi, je pense qu'ils sont traités de la même façon lorsque les essais cliniques ne délivrent pas, ou lorsqu'il y a des sanctions qui peuvent être violentes. Des sanctions qui arrivent. Moi, je reste confiant. On a non seulement un portefeuille qui est riche, avec des 5 produits qui sont en clinique, 1 en phase 3, 2 en phase 2, 2 en phase 1, et puis de nouveaux qui vont rentrer. Donc, il est indispensable de continuer à travailler, parce qu'ils vont montrer des résultats, et ils vont donner les résultats qui soutiendront une valorisation plus à même de refléter justement la richesse de notre portefeuille et le travail que font les Innatiens et les Innatiennes pour cette entreprise. Je ne connaissais pas l'expression. Voilà, en tout cas, explication très claire sur la science, point d'étape complet sur l'actualité et les perspectives d'Innate Pharma. Merci beaucoup, Mondher Mahjoubi. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.